désireux d'entrer dans quelques recettes que vous voulez, comme vous le savez. Et j'aimerais déjà commencer par les témoignages. Et là, vous aurez la possibilité de développer certaines idées qui me semblaient assez intéressantes. Vous êtes d'accord avec ce point? Tout à fait, oui. Bien. Alors, je passe au premier témoignage fait par Marie-Ange Dagren, formatrice à Tahiti. Voilà. Haïti. Haïti, pardon. À Tahiti, je n'y vais pas parce que les gens n'ont pas besoin de voir. C'est ça. C'est mon accent. Cette philosophie m'a permis de détecter ma souffrance et ma colère et de m'en libérer. Mon entourage a témoigné de mon bonheur actuel et de mon cas. J'ai utilisé des cours d'éveil pour les enfants de ma famille, ce qui les a aidés à supprimer les conflits avec leurs parents et entre eux. Ah ben, c'est bon, c'est tout le temps ça, de pouvoir supprimer les conflits avec nos proches. Moi, je n'ai pas trouvé encore. Alors, bon, puisque vous parlez de Marie-Ange Dagren, qui est une de mes élèves, effectivement, en Haïti, à Port-au-Prince, c'est un bon exemple parce que quand elle est arrivée, enfin, plutôt quand je suis arrivée, puisque c'est moi qui étais à Port-au-Prince, quand je suis arrivée, c'était l'une de mes élèves, justement, les plus révoltées. Et chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle sautait en l'air parce qu'en plus elle est très croyante et elle était pétrie de conventions, de convictions, etc., de tabous. Et donc elle était toujours dans la révolte. Et aujourd'hui, c'est vrai que je peux témoigner d'une personne qui a un grand calme, puisque j'étais avec elle il y a très peu de temps, puisque je rentrais d'Haïti. Et lors de la formation, justement, j'ai exprimé le fait qu'elle avait tellement changé que c'était extraordinaire. Alors évidemment que si elle a changé, c'est pas simplement par l'opération du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Elle a changé parce que elle a découvert, justement par ce travail dont vous parlez, elle a découvert pourquoi elle était en colère. En fait, c'est ça, le but de l'opération. C'est pas de se dire je suis en colère, je ne veux plus être en colère et j'en ai honte. Parce que là, ça ne marche pas. À partir du moment où je découvre que je suis en colère et que je me sens coupable de cette colère, je vais développer le pouvoir dont vous parlez tout à l'heure. Je vais développer la peur d'être en colère, la peur de faire des conflits, la peur de faire du mal aux autres. Et je vais tellement avoir peur d'être en colère que je vais encore développer encore plus fort cette colère. Donc, le travail, justement, qu'a fourni Marie-Ange, puisqu'on parle d'elle, le premier travail qu'elle a fait, c'est de comprendre comment fonctionnait un être humain, de comprendre comment elle fonctionnait, en apprenant justement cette notion de la conscience, du subconscient, du fait qu'en tant qu'être humain, je suis entre ces deux êtres qui sont au fond de moi, de savoir aussi que j'ai trois instruments pour comprendre qui je suis, pour travailler, qui sont la parole, qui sont la pensée, qui sont l'imagination. Et ces trois instruments sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est avec ces trois instruments que je me développe dans la vie de tous les jours, au quotidien, comment je fonctionne. Je parle. Si je veux communiquer avec les autres, si je veux me faire comprendre, il faut que je parle. Pour analyser les situations, il faut que je pense. Et puis, il faut aussi que j'utilise mon imagination pour visualiser, pour créer. Voilà. Donc, ce sont toutes les qualités qu'un être humain a. Mais dans notre société, nous avons tendance à donner justement un pouvoir à ces trois instruments qui sont la pensée, la parole et l'imagination, alors qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir. Ce ne sont que des instruments à notre disposition, au même titre que je vais prendre un panier pour aller au marché. C'est pas le panier qui va me conduire au marché, c'est pas lui qui va faire les courses, c'est pas lui qui va se remplir. Il va juste, voilà. Mais quelle est la procédure pour les utiliser? La procédure pour que ça donne la magie. Alors, quelle a été la procédure pour qu'il ait le déclic à cette personne et qu'il déclenche une transformation pareille? Alors, la première procédure, c'est de comprendre le fonctionnement de l'être humain, c'est ça avant tout. Et vous pouvez tenir quelqu'un qui est championne à ce niveau-là. Non, mais il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. C'est que si je ne connais pas le fonctionnement de l'être humain, si je ne connais pas mon fonctionnement, lorsque je vais avoir, par exemple, je me lève le matin, je vais travailler, j'arrive à mon travail et que mon collègue de travail me parle et je me rends compte au fond de moi que j'ai envie d'étrangler parce que je n'arrive pas à maîtriser, je suis énervée, je suis tendue, je me sens mal à cause de cela. Mais je ne sais pas comment ça marche, en fait, puisque personne ne me l'a expliqué. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à l'école? On apprend le français,
les langues, l'histoire, la géographie, mais la géographie interne qu'il a, ça marche, on ne lui apprend pas. Donc la première des choses qui va me rassurer justement, c'est lorsqu'on va m'expliquer que j'ai un fonctionnement, que tous les êtres humains de la Terre ont le même fonctionnement, au-delà des cultures, au-delà de la couleur de peau, etc., au-delà des religions, nous avons tous le même fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, c'est justement prendre conscience de ce qui se passe en moi à chaque seconde de ma vie, dans mon quotidien, dans ma journée. Donc je vais m'écouter penser, je vais me regarder fonctionner, je vais m'écouter, je vais me voir imaginer les situations et je vais m'écouter parler. En fait, c'est le plus beau travail que je vais faire parce que quand je parle, quand je pense et quand j'imagine, je suis le reflet de ce que je suis à l'intérieur de moi. Je suis le reflet de ma conscience et de mon subconscient. Et là, je vais voir, en me regardant fonctionner, en m'écoutant, je vais voir qui parle au fond. Est-ce que c'est ma conscience qui me parle, que je traduis en mots ou en pensée ou en imagination? Est-ce que c'est mon subconscient? Et donc le premier travail en fait, que je vais demander à mes élèves, après avoir expliqué le fonctionnement de l'être humain, parce qu'on ne peut pas donner un travail aux gens si on ne leur donne pas les clés pour faire ce travail. Ensuite, je vais leur demander de se regarder fonctionner dans la vie de tous les jours. Bon, ça c'est la deuxième chose. Maintenant, il y a un troisième travail qui est encore plus important, c'est de connaître comment fonctionne l'être humain au-delà de ce fonctionnement général, c'est de savoir comment je suis à titre personnel. À titre personnel, ça veut dire que j'ai une personnalité. Si j'ai une personnalité, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité? Qu'est-ce que ça représente? Alors ça c'est la troisième phase du travail, c'est enseigner aux personnes les qualités humaines, c'est-à-dire que j'ai répertorié dans l'humanité 9 personnalités. Chacune de ces personnalités a ses qualités propres et a ses programmations émotionnelles qui lui sont propres. Alors évidemment que nos qualités nous amènent à avoir un état d'esprit qui nous fait du bien et qui nous permet de nous développer. Par contre, nos programmations émotionnelles nous conduisent à avoir des peurs, à avoir ces fameuses colères dont je parlais tout à l'heure. Donc, le travail supplémentaire que la personne va faire, puisque c'est la formation que je donne aussi bien en Suisse. C'est ça le contenu des cours d'éveil? Oui, c'est ça. Non, ça c'est le contenu de la formation de médiateur. Le contenu des cours d'éveil, c'est pour les enfants, mais la base est la même. Voilà. Donc les cours d'éveil, c'est pour les enfants et les adolescents. Donc ce travail-là est un travail d'analyse en fait du fonctionnement de l'être humain à titre personnel, de ses qualités, de ses dons et de ses difficultés émotionnelles. Une fois que nous avons analysé toutes ces personnalités, mes élèves évidemment vont rentrer chez eux, vont vaquer à leurs occupations et c'est là où commence le vrai travail, n'est-ce pas? C'est le travail de s'écouter, de se regarder fonctionner. Et s'observer tout le temps. Voilà, bon, je vous donne un exemple. Si une personne est un communicatif, je vous donne un exemple précis, c'est une des personnalités que j'enseigne, cette personne va avoir des qualités qui lui sont propres et elle va avoir des difficultés qui lui sont propres, des peurs qui lui sont propres. Et la première peur de cette personne sera de ne pas se sentir comprise, d'avoir l'impression qu'on ne l'écoute pas, d'avoir l'impression que lorsqu'elle parle, elle est ridicule. Bon, je pense que c'est déjà pas mal ce que je suis en train de vous dire. Et donc, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, elle va se rendre compte quand elle sera avec des interlocuteurs, puisqu'elle connaît le problème du communicatif, elle connaît tous ses paramètres émotionnels, elle va connaître comment ça fonctionne dans sa vie de tous les jours d'une manière très très précise, ce qu'elle va penser, comment elle va penser, avec quels mots elle va penser. Je vous donne juste une petite phrase qui va vous amuser, et que souvent elle va dire non, laisse tomber. Voilà. J'étais pas compris, non, laisse tomber. Voilà. Ça c'est typique du communicatif. Bon, donc... la solution est ça. La solution déjà c'est de se dire je vois quel est mon problème. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai vu quel est mon problème, il va falloir aussi que je sache comment résoudre le problème. Pourquoi j'ai ce problème? Parce que pour que je sache comment le résoudre, il faut que je sache pourquoi. Parce qu'on n'est pas des idiots, les êtres humains. Je veux dire, l'être humain a beaucoup d'intelligence, il est très subtil. Tous. Mais bien sûr. Oui, pourquoi pas. Alors la différence entre le génie en plus. Alors ne confondons pas l'intelligence et l'intellect. Ce sont deux choses différentes.
n'est-ce pas? Une personne peut être illettrée, peut ne pas avoir été à l'école, bien sûr, un peu de paiement. Okay. Voilà. Et être très intelligente, une personne peut avoir fait de grandes études. Hein. Bon, voilà. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, tout ce travail fait appel à l'intelligence de l'être humain. Elle ne fait pas appel à son intellect. Bien on parle de l'intelligence du cœur, c'est plutôt sur du cœur. Oui, l'intelligence tout court, pas seulement du cœur. Ce que j'appelle moi l'intelligence, c'est aussi l'intuition, c'est la capacité de ressentir, c'est la capacité de comprendre ce dont j'ai besoin, c'est la capacité de comprendre comment je peux m'aimer, comment je dois aimer les autres aussi pour les rendre heureux, pour être heureuse. C'est tout ça en fait, c'est pas seulement le cœur, c'est l'esprit aussi qui va avec. Donc une sorte de mixage entre l'intelligence et le sentiment, les deux ensemble. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On peut passer plus loin dans la... Mais allons-y. Alors d'abord, il y a une... parce que bon, vous avez répondu déjà un témoignage, donc je commence à être un petit peu dérouté. Enfin, on arrive là. Témoignage fait par Franck Mahotière, économiste. Vous vous souvenez de lui? Bien sûr, oui. Voilà, c'est aussi un de mes élèves en Haïti. Ouais. Ah, d'accord. Cette philosophie m'a permis de me ressourcer et de mieux gérer mes relations de couple, de me libérer des peurs générées par des croyances ancestrales, m'empêchant de voir et d'utiliser ma force et mon libre arbitre. Croyances ancestrales. Pourriez-vous nous donner quelques précisions? Donc en particulier sur ces croyances ancestrales. Ça me parle à moi, mais par rapport à la phrase, ce que vous pensez que c'est le plus bon, c'est vaste, hein. essentiel, évidemment. Quand on parle de croyances ancestrales, on parle aussi d'habitude de fonctionner, on parle de tradition, parce que là aussi il faut faire une différence entre la culture et la tradition. Pour moi, la culture, que ce soit je veux dire, notre culture à nous, que ce soit la culture occidentale ou bien je veux dire en Afrique, en Asie et dans d'autres pays, pour moi la culture a un fond qui est très juste, qui vient de notre intelligence et qui vient d'une intuition qui est au fond de nous, qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes et d'être en accord avec les autres. Mais par contre, quand il parle de croyances ancestrales, il parle de tradition. Qui empêchent de voir, qui sont d'autres sortes de formatage. Des conventions en fait, des conventions, mais des conventions des croyances qui on ne les met pas en discussion. Oui, oui, parce que souvent ça nous arrange, vous êtes d'accord. Surtout par exemple en tant qu'homme dans la culture africaine, tromper sa femme, c'est une tradition. Je ne dis pas qu'ici ça ne l'est pas. Ça tombe même de la fierté. Mais c'est vraiment une tradition. Voilà. En Haïti aussi, c'est une tradition. Dans certaines régions, d'ailleurs, on n'est plus polygame, mais on a quand même 3 ou 4 maîtresses. Ça fait partie des traditions. Mais en même temps, c'est une tradition finalement qui rend pas seulement les gens heureux ni les hommes heureux, parce que quand on a cette tradition, on ne va pas chercher dans la relation avec l'autre quelque chose d'approfondi. Ce qui veut dire qu'on est profondément malheureux. Et c'est vrai que dans le cas particulier, il parle un petit peu de ça aussi. D'avoir des fausses idées sur notre quotidien, notre vie de tous les jours, avoir des relations superficielles où finalement on se contente peu. Et puis si ça ne va pas, on ne va pas se disputer, on ne se parle pas, on considère que c'est comme ça. De toute façon, la vie de couple, la plupart du temps on se marie jeune, on ne cherche pas d'ailleurs à avoir des relations approfondies, et en plus on ne doit pas montrer nos relations, parce qu'on ne doit pas montrer d'affection aux gens, c'est une honte, il ne faut pas s'embrasser en public, etc. Donc en fait, toutes ces habitudes de fonctionner donnent l'impression que c'est pas si mal que ça, parce qu'on n'a pas besoin de régler nos problèmes, du fait que si ça va pas, on va ailleurs. Et puis, on n'a pas besoin de partager, on n'a pas besoin d'avoir de connivence, parce que ça ne se fait pas. En l'occurrence, j'ai montré à mes élèves qu'au fond, ils le savaient au fond d'eux, mais de temps en temps on a besoin d'entendre dire que ça ne les rend pas tellement heureux, ils ne sont pas heureux, ils sont satisfaits de leur vie, mais il y a un problème il y a un énorme problème de communication dans les couples, dans la famille. On ne se parle pas, on ne se confie pas les uns aux autres, on ne parle pas de nos sentiments, on ne parle pas de nos émotions. Et le travail que ces personnes font avec moi les transforme complètement, parce que aujourd'hui ce sont des gens qui communiquent, ce sont des gens qui partagent, ce sont des gens qui
qui parlent de leur souffrance, qui parlent de leur bonheur et qui montrent leur affection, qui montrent leur amour et qui n'ont plus honte en fait, qui n'ont plus de culpabilité face à la société, face aux conventions. Mais c'est vrai que ça les transforme vraiment profondément. Très intéressant. D'ailleurs, le témoignage suivant, il est en lien un petit peu parce que c'est le témoignage de prêtre, Jean-Arthur Clerget, qui dit « Cette philosophie m'a donné une connaissance sur le fonctionnement de l'être humain et qui m'a permis d'être plus ouvert aux autres religions et courants philosophiques. » Merci beaucoup, cette ouverture vers l'universalité. Sortir d'une codage, d'une culture, surtout d'une religion, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce que vous lui donnez pour qu'ils puissent lâcher tout leur acquis? Parce que ça c'est extraordinaire quand je constate que le témoignage d'un prêtre qui présente un élargissement de conscience vers une ouverture, vers l'universalité. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si on parle justement de ce prêtre, c'est une personne avec qui nous avons pu échanger sur tous les plans. Par exemple, on a fait un travail énorme sur la sexualité, sur l'homosexualité, qui sont des sujets en principe tabous. Pour moi, il n'y a aucun sujet tabou. J'estime qu'on est là pour partager, on est là pour se comprendre, et c'est très important justement que chaque être humain puisse aller au fond de lui-même pour savoir quels sont ses besoins, donc il faut parler de tous les sujets. Et cet homme a une ouverture extraordinaire, mais pourquoi? Parce qu'on parle des choses tout simplement avec respect, avec amour, et avec humour aussi, c'est très important, n'est-ce pas? Voilà, donc, et il a aussi exprimé le fait que pour lui, c'était très important de pouvoir parler de tous ces sujets qui normalement sont tabous. Justement, on a parlé de la sexualité, on a parlé de déviation sexuelle, on a parlé du sadomasochisme, on a abordé tous les sujets. Et il a exprimé le fait qu'il regrettait de n'avoir pas eu cet enseignement avant, parce que souvent il y a des femmes qui viennent le voir, parce qu'en fait, ben voilà, c'est le confesseur, donc les gens se confient, les gens ne savent pas à qui aller parler, ils vont se confier au prêtre. Et il disait qu'il aurait pu aider les gens d'une manière beaucoup plus approfondie s'il avait une connaissance de tout cet enseignement. Et aujourd'hui, il commence vraiment à pouvoir aider les gens dans son village, parce qu'il vit dans un village perdu, donc dans une région très montagneuse, avec des gens qui ont une vie très très difficile, très dure, et qui ont évidemment beaucoup de tabous aussi, beaucoup de peur. Donc ça lui donne la possibilité de permettre à la population elle-même de s'ouvrir et de sortir la culpabilité de la religion aussi, parce qu'il y a une grande culpabilisation au niveau de la religion, et c'est extraordinaire qu'un prêtre puisse justement apporter cela à la population. Sur quelle surface de temps se développe un enseignement pareil pour avoir toutes ces connaissances? Combien ça dure un cours de formation? Bon, là, en Haïti, je vais en Haïti depuis 2011. J'ai commencé la formation en 2012. Ouais. On a fait une formation initiale. Maintenant, on fait une formation continue en créant des programmes, etc. Donc, je retourne là-bas 10 jours, 3 fois par année. Et l'enseignement se fait pendant ces 10 jours, plus la mise en pratique au niveau de la population. Mais j'enseigne aussi à la population. Ah ouais. Donc, pendant la mission, on va sur le terrain, on va au niveau des programmes. Et là, pendant que j'étais là-bas, justement, j'ai parlé à la population qui participait à un programme, qui me voyait pour la première fois. Ceux qui sont intéressés vous faites une sorte de consultation, des fois non, il y avait 200 personnes. Groupe, hein. 200 personnes. Dans l'église était pleine, il y avait 200 personnes, et si on laissait tous les gens venir, il y en aurait 2000. Parce que les gens ont une soif d'apprendre extraordinaire. Les gens ont besoin d'apprendre, ils veulent savoir et ils veulent se développer. J'observais un phénomène que dans les pays en difficulté, les gens bougent plus que certains pays dans le confort occidental. Alors ils bougent plus, ils ont plus d'humilité aussi, parce qu'ils acceptent plus facilement. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont plus réceptifs. Parce qu'ici, est-ce que vous avez réussi à faire ce que vous faites? Quand même, bien sûr, oui. J'enseigne depuis 35 ans et je suis à ma combienième de formation, 15e, je crois. Mais dans les structures scolaires de nos départements, vous êtes reconnu à Genève et
Lausanne. Mais est-ce que vous avez pu introduire dans le... Parce qu'il y a besoin, il y a des grands besoins pour résoudre certains problèmes. Je donne un exemple, les profs d'émission, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour gérer les enfants. Les parents après, demandent aux profs qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'ils n'arrivent pas non plus. Il dit mais l'éducation c'est à l'école que tu dois le faire. Le prof dit que c'est il se fout d'instruction, que l'éducation aux parents. Et personne ne sait pas quoi faire. On est dans une crise. Vous oubliez la direction encore. Voilà. Alors, qui a la pression du politique. Voilà. La politique a la pression de son fauteuil qui doit rester parce qu'il a peur de perdre sa place. C'est dans ce sens-là que j'ai ciblé ma question. Est-ce que vous avez réussi à être reconnu dehors de votre activité, ça on le connaît, dans les structures du ministère de l'Éducation? Alors en Suisse, le ministère de l'Éducation estime qu'ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir, on n'a pas besoin de moi jusqu'à présent. Hein. Bon, j'exagère un peu quand même quand je dis ça. Donc, essayons de rétablir l'équilibre parmi mes élèves donc, qui viennent à la formation de médiateur, puisque je donne une formation par année. Avant j'en donnais 2, mais vu mon travail et vu les voyages que je fais, je ne donne plus qu'une formation. J'ai quand même pas mal d'enseignants qui viennent et quand même le canton participe financièrement à la formation. Il faut quand même le reconnaître. Non, mais alors, Voilà, c'est une donc, bonne nouvelle. Voilà, donc c'est une manière, s'il y a beaucoup d'institutions quand même qui payent les formations, par exemple la DDC, qui paye aussi aux gens qui travaillent dans le développement, paye aussi la formation des gens qui viennent la faire. Donc il y a quand même, voilà. Toutes ces activités, on peut le trouver sur votre site, ce que je l'ai écrit ici, ceux qui sont intéressés. Oui, Donc, sur le site et puis sur on YouTube. peut avoir toutes les informations nécessaires par rapport à votre activité et les cours que vous faites pour savoir s'inscrire pour ceux qui souhaitent. Alors donc, on pourrait finir de répondre à votre question. À part ça, au niveau des institutions, c'est vrai que si je regarde l'intérêt au niveau de l'Afrique, dans tous les autres pays, et l'intérêt en Occident, c'est différent. Dans les autres pays, nous avons introduit l'école d'éveil philosophique dans les structures établies, dans les collèges, etc. Et les gens sont vraiment friands de cet enseignement. On donne cet enseignement aussi dans les centres pour enfants de la rue, dans les orphelinats, etc. Ici, en fait, j'ai créé l'école d'éveil philosophique au sein de mon association. Il y a déjà un cours, il y a d'ailleurs un cours à Lausanne, et puis un cours à Genève. Mais pour vous répondre sincèrement au niveau des institutions, je pense que c'est terrible ce que je veux dire, mais les gens ne souffrent pas encore assez pour comprendre qu'on pourrait quand même régler ce problème.